Bonjour, bienvenue sur le podcast Avenir Dirigeant, un podcast qui est créé par la société Adinvest International et où l'on parle de l'accompagnement des dirigeants dans le développement de leurs projets. Donc, je me présente, Carla Decollière, Community Manager chez Adinvest International et je serai l'animatrice de ce podcast. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas qui a insisté pour co-animer ce podcast avec moi. Merci Bonjour. Carla de me laisser la parole. Alors avant d'accueillir notre invité, j'ai essayé de retracer en quelques lignes qui elle est, puisque c'est une femme, et quel est son parcours. Et on se fait un petit retour en arrière où en 1964 à Paris, une petite fille voit le jour. Une enfance à Orléans, puis un grandissant, la jeune fille qu'elle est devenue trace une belle verticale direction le sud, son bac en poche, qu'elle passe à Marseille. Elle continue ses études à Toulon, ce département du Var qu'elle ne quittera plus vraiment. Puis ça tombe bien, c'est aussi mon département, qu'on est presque voisins. Début des années 80, le virus de la planche à voile la pique, tant et si bien qu'en 86, elle devient à 22 ans championne de France de cette discipline. Pendant 10 ans, elle va écumer la planète glisse, remporte de nombreux trophées, dont notamment une tête de la Coupe du Monde qu'elle remportera dans ses propres vagues en France. De mon côté, en 86, j'ai 15 ans, U2, Dépêche Mode, Duran Duran, Alphaville tournent en boucle sur mon Walkman, et probablement que Calogero est déjà sur son skate quelque part. Mes idoles, mes modèles de l'époque, alors côté montagne sont plutôt les Patrick Edlinger, Isabelle Patissier, Catherine Destivelle, Christophe Profit. Je dévore des Rébuffat et des Frison Roche. Côté mer, via mon père, marin devenu montagnard ou montagnard devenu marin, je ne sais pas trop d'ailleurs. Je navigue avec Éric Tabarly, Olivier de Kersauzon, Florence Artaud. Et puis, en trimballant ma planche à voile à moi dans les dunes de Port-Camargue, je rêve au travers des stars de la planche à voile de l'époque, dont notre invité fait partie, aux côtés des Robinèches et Jenna de René. Je rêve à d'autres jibes parfaits et à des sauts dans les vagues. Bon, soyons honnêtes, le niveau n'est pas vraiment là. Mais le simple fait pour moi d'arriver à sortir de l'eau, wishbone en main, me comble déjà au plus haut point. Revenons à notre invité. 95 marque un tournant important dans sa vie. Sa décision est prise. Elle met fin à cette belle carrière sur la planche pour se reconvertir avec succès dans l'animation TV, en devenant une présentatrice de talent, fan de direct, animant notamment les mythiques Jeux d'Interville, dont beaucoup se souviennent. Même Carla, qui est beaucoup Oui. plus jeune et qui pourtant connaît bien cette émission. S'ensuit plus de 25 ans d'une vie professionnelle très bien remplie qu'elle mène tambour battant, enchaînant parfois et même menant de front ses activités à la télé, à la radio, en tant qu'auteur, sa vie de famille avec son mari et sa fille, sa vie professionnelle avec entre autres une agence de voyage tournée vers l'aventure, des clubs à son nom dans les îles, des lignes de vêtements, et enfin sa vie de sportive la menant d'un tournage en montagne à une compétition de triathlon dans les Canaries. Bref, une femme d'affaires avertie, une sportive insatiable aux 1000 projets. Alors qu'en fin 2022, un peu tendue, j'ose enfin la contacter pour lui demander si elle accepte d'enregistrer un épisode de notre podcast. Je suis ravi de voir que ce rendez-vous est pris très rapidement pour le début d'année. Quand elle m'appelle fin de matinée, début janvier, j'ai la joie et le plaisir d'avoir au téléphone une personne simple, directe, accessible, naturelle, avec qui le tutoiement s'installe instantanément et le plus naturellement du monde. Nathalie Simon, bonjour et bienvenue avec nous ce soir. Bonjour Nicolas, bonjour Carla. Bonjour. Alors, merci de prendre le temps d'échanger avec nous et de pouvoir enregistrer ce podcast. J'ai tout de suite une première question pour qu'on puisse rentrer un peu dans le vif du sujet. On va faire un rapide saut en arrière. Euh, C'est rare hein, que je fasse des sauts en arrière, Nicolas. ouais, je sais, j'ai lu ça quelque part que tu étais plutôt projeté vers l'avant. Mais Exactement. une petite question très simple. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait à un moment ou à un autre démarrer la planche à voile et qu'est-ce que tu retiens de cette période globalement? Alors tu vas rire, mais en vrai, c'est Tanguy. Ce Tanguy va arriver souvent hein, dans notre conversation. Tanguy, c'est ma moitié, mon mari, mon amoureux, mon chéri, mon partenaire, my best partner in crime. Voilà. Trop bien. Et Tanguy, Tanguy était passionné de planche à voile depuis assez longtemps. Quand on s'est rencontrés, c'était donc à Orléans, qui n'est pas un spot de planche reconnu. Tanguy, lui, était escrimeur de haut niveau. Il a été champion de France en sabre et il était à l'INSEP en sport-études. Il a fait le bataillon de Joinville, etc. Et je crois que son père lui avait offert une planche à un moment donné pour le consoler d'un chagrin amoureux, j'en suis même sûre. Et, euh, et donc, il faisait de la planche. Moi, je faisais de la natation beaucoup de sport avec mon père et la natation avec l'ASPTT, donc tout un groupe, j'adorais ça.
pas vraiment pour la compète, plutôt pour l'ambiance et pour le sport. Je suis une sportive avant d'être une compétitrice. C'est très différent, hein, les deux. Tout à fait. Ouais. Et, et donc, quand j'ai rencontré Tanguy, moi j'avais 16 ans, j'étais encore lycéenne. Et je le voyais, il allait naviguer à l'étang du Puy, à l'île Charlemagne. Il m'a emmené naviguer. Enfin, lui, il naviguait, moi je ne naviguais pas. À la Baule. Voilà, je crois que j'ai tiré mes premiers bords vers la Baule avec lui. Il avait une windsurfer. Et non, une Dufort-Wing, je me souviens. Et voilà. Et à un moment donné, il a décidé d'entrer dans le monde du travail. Il a été embauché par Decathlon à Toulon, au centre Grand Var. Et quand il a vu sur la carte que c'était juste à côté du spot de l'Almanar, il est parti, mais vraiment, voilà, fin la bise. Et moi, j'ai attendu d'avoir mon bac. Je l'ai rejoint et j'ai commencé à faire de la planche à voile. Parce que quand j'allais le voir en vacances et que je le voyais naviguer, je voyais le spot, je voyais à l'époque Eric Thiémé qui revenait d'Hawaï, qui faisait des sauts dans tous les sens. Je me disais, mais ce sport, il est pour moi, c'est dans l'eau, j'adore l'eau. Euh, il y a du vent, c'est en rapport avec la nature et j'ai eu cette vraie intuition que j'étais faite pour la planche. Et la suite m'a donné raison. Ah oui, oui, plus que raison d'ailleurs, effectivement. Ouais. Bah, l'histoire est un petit peu longue là, mais en fait, c'est ça la genèse. C'est que c'est Tanguy qui m'a vraiment amenée à la planche. Et puis après, comme j'étais étudiante à la fac de Toulon, à La Valette, j'avais beaucoup de temps, comme beaucoup d'étudiants. Alors, je faisais beaucoup de planches. Et du coup, je m'entraînais l'hiver aussi, alors que bon, c'était un sport émergent et on était peu, nombreux et nombreuses, encore moins. Et encore moins s'entraîner l'hiver. Et Tanguy me disait, mais pour être bon, il faut s'entraîner, parce que lui, c'est la compétition, le meilleur. Et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir tout de suite un niveau un petit peu plus haut que ce que j'aurais pu avoir si j'avais fait juste de la planche comme ça le week-end. Alors, tu as fait une carrière plutôt, Fulgurante. plutôt efficace et avec des beaux résultats. Oui. Si tu devais retenir une chose de cette grosse dizaine d'années que tu as passé à faire de la planche à haut niveau, qu'est-ce qui En t'a... fait, j'ai commencé un petit peu tard pour être meilleure. Il m'a manqué ce qu'avaient toutes les filles en Coupe du Monde, c'est-à-dire des années d'enfance à faire des régates. J'ai jamais fait de régate. Et j'ai appris à régater en Coupe du Monde, donc c'était un petit peu tard. Et voilà, donc en revanche, je comblais ça par, je pense, beaucoup d'intuition, parce qu'un marin doit, parce qu'on est quand même des marins quand on est planchiste, mais un marin doit avoir de l'intuition. Et surtout, moi, je déteste le renoncement, je déteste l'échec et plus les conditions étaient compliquées, mieux je me portais, parce que ça nivelait un petit peu le niveau. Et moi, je me disais toujours que j'avais une épingle à tirer du mauvais temps. C'est encore le cas d'ailleurs hein, en triathlon, sur d'autres courses. Dès que les conditions sont horribles, C'est moi, je là que me tu te dis, sens ouais, bien. là, je vais être bien parce que je sais, mentalement, je sais que je vais être capable de le faire. Parce qu'on va le voir peut-être tout à l'heure sur d'autres questions, mais le sport m'a réellement permis de changer mon caractère parce que j'étais quelqu'un d'assez timide, pas effacé, mais timide. Euh, J'étais pas sûre de moi, je manquais de confiance, etc. Et les années Coupe du Monde m'ont endurci, parfois un peu trop même, et ont modifié ma personnalité, m'ont rendue plus forte, m'ont rendue plus sûre, et m'ont permis, je pense, d'accomplir des tas d'autres choses que je n'aurais pas pu accomplir si j'avais pas été sportive. On va sûrement y revenir, effectivement. Ouais. Moi, j'ai une question. Donc, enfin, tu fais, pardon, toute ta Oui? carrière sur la planche et tu décides de te reconvertir dans la télé. Non, Pourquoi? je décide pas, hein, Ah, Carla, c'est pas ok. moi qui décide. C'est la D'accord. télé qui décide pour moi. Ok, bah, du coup, pourquoi ce changement? Pourquoi la Alors, télé? Comment la télé vient à toi? parce qu'on avait à l'époque, c'était un peu l'époque bénie d'avant la loi Evin, et nous avions, même si je ne suis ni fumeuse ni buveuse, et que je vous dis que c'est pas bien du tout pour la santé, on avait la chance d'avoir Peter Stuyvesant Travel, euh, gros partenaire de la Coupe du Monde, et dont je faisais partie aussi. Il y avait un team Peter Stuyvesant Travel en plus dont je faisais partie. Et il y avait TF1 qui avait un beau contrat avec Peter Stuyvesant Travel. Je pense que Peter Stuyvesant Travel devait payer à TF1 des belles retransmissions. Et à l'époque, Jean-Claude Dacier, qui était le patron des sports de TF1,
d'être un jour le président de l'Olympique de Marseille. C'est drôle comme le monde est petit. Jean-Claude me dit, mais c'est génial, c'est formidable, mais en fait, t'es sportive, t'es jolie et tu sais parler. So what? Un bon triptyque. Il me dit, tu devrais faire de la télé. Alors, à l'époque, le sportif, c'était dans l'imaginaire des gens, c'était un bon abruti quand même. Ouais. Aujourd'hui, les choses ont évolué parce on a révélé des sportifs qui avaient des choses intéressantes à dire et on sait que le sport est très bon pour les neurones et bon pour le développement du cerveau, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment les muscles, les nanas sportifs, c'était les nageuses est-allemandes, c'était pas, voilà, c'est pas glamour. Et lui, il avait l'air de trouver que c'était fantastique. Alors, je suppose qu'il m'imaginait un petit peu comme une animatrice de la RAI, je sais, la télévision italienne, Je toute vois. langoureuse, avec les attributs tout dehors et qui allait faire regardez-moi dans les yeux. Et donc, il m'a proposé de faire de la télé. Et donc, j'ai animé ma dernière Coupe du Monde, qui était l'Aloha Classique en 95. Je l'ai faite et je l'ai animée. C'était un petit peu le cauchemardesque. Donc, je pense que j'ai été bonne ni sur l'animation, ni sur la compétition. Mais du coup, bah, ma carrière télévisuelle était lancée. C'est pour ça, Carla, que je te disais que c'est pas vraiment moi qui ai choisi. Ouais. Mais, alors je suis très bavarde, il va falloir m'arrêter. Mais c'est pas complètement un hasard non plus, parce que quand j'étais petite, pour mes 10 ans, on m'a offert un radiocassette enregistreur, vous savez. Mhm. Voilà, c'était vraiment le truc incroyable. Et avec ma sœur, on enregistrait des programmes de radio. Ah, il y avait déjà un truc dans le Voilà, fond. exactement. On faisait des programmes entiers. Et ce qui est dommage, c'est que je n'ai aucune cassette qui est restée. Ou alors, il faudrait vraiment que j'aille chez mes parents, je ne sais où, dans le grenier. Mais voilà. Donc, Jean-Claude, il a eu cette espèce d'intuition. Mais je pense que moi, j'étais déjà prête. Et je faisais partie de ces sportifs qui communiquaient, qui avaient toujours une place pour raconter des choses, etc., du temps. Alors, c'est pas évident quand on est sportif de trouver du temps pour parler aux médias parce que voilà, on est tellement focus sur plein de choses. Mais la planche, c'était un sport aussi très glamour, très Très fun. way of life, ouais, très way of life. Voilà, on dégageait des tas de choses et on avait besoin de cette exposition-là. Donc, pour avoir de l'exposition, ben, il faut y passer du temps quand même. Ouais. Ok. Du coup, pour en revenir un peu à la télé, quelle émission Oui. tu as préféré animer? Et Ah, est-ce que tu as une petite anecdote croustillante à nous partager? je vais vous faire une confidence. L'émission dans laquelle je m'éclate le plus, c'est celle que je fais en ce moment. Ouais, c'est Ah, très bien. C'est celle qui va sortir là le 19 février, qui s'appelle Waouh le Sud, et dans laquelle je découvre et je fais découvrir un sportif, une sportive, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais qui fait quelque chose d'hyper waouh, donc un peu spectaculaire, ça peut être sportif et émotionnel, etc. Et j'essaye de comprendre l'écosystème de cette personne, de comprendre ses engagements, voilà. Et je le fais en immersion. Et donc là, je me retrouve en ce moment, on est très sport, donc à faire bah, du snow kite, de la chute libre, des trucs. Et j'ai dit à Béatrice Nivois, qui est la déléguée au programme de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai dit, Béatrice, merci. Ça fait 30 ans que j'attends cette émission. Voilà, donc cette émission-là, elle est vraiment Nathalie Simon. Les autres, Interville, c'était formidable et ça m'a donné une notoriété énorme parce que c'était une émission en direct. J'adore, tu l'as dit, Nicolas, j'adore les émissions en direct parce que il peut se passer des choses alors qu'aujourd'hui on lisse beaucoup, on monte, on cut, on, on broie, on passe à la moulinette, on a la lisseuse, etc. Avec les émissions en direct, tout est possible. Voilà. Et donc, il faut être bon. C'est un peu comme le sport. Il faut être bon tout de suite, quoi. Tu ne peux pas te planter. Et sur Interville, bah, c'était cette émission transgénérationnelle. Pas de. Voilà, voilà, c'était sain. C'était une émission saine. Et moi, j'ai inventé enfin, je ne l'ai pas inventé moi, puisque à l'époque, c'est Gérard Louvain et Guy Lux qui ont décidé que j'allais inventer Nathalie Simon qui allait montrer les jeux, mais ça n'existait pas. Et,
Et il y avait une telle popularité sur cette émission qu'aujourd'hui encore, bah, des gens comme toi, Carla, m'en parlent. Alors Ouais. que moi, j'ai commencé Interville en 95. T'étais pas née. Non, j'étais loin. C'est ça qui est drôle. C'est La chasse au ça qui est trésor a dû être incroyable. aussi une belle Alors aventure. oui, alors la chasse au trésor, notamment une émission avant la chasse, parce que bon, la carte au trésor, tu veux dire. La carte au Mais, trésor, pardon, oui, c'est ça. mais en fait, moi, j'ai fait une émission qui s'appelait Les Trésors du Monde sur un été, et c'était la chasse, comme de Dieu le veut. Et j'étais dans l'hélico, mais j'étais pas dans l'hélico juste à regarder les candidats, à leur dire, ah, c'est merveilleux, vous êtes fantastique. Non, c'est moi qui descendais de l'hélico en rappel, qui allait chercher des trucs. Et il y avait Patrick Chen qui était en studio à Paris comme à l'époque Philippe Gildas qui était en studio pour Philippe de Dieuleveux et qui me guidait, sauf que, sauf que on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Donc il me guidait à l'oreille. Ah ouais, Tout se faisait à l'oreille ça devait être et, rock'n'roll. on faisait un petit peu semblant de se voir, mais on voyait rien du tout. On ne voyait pas lui. Hein. Et là, je me suis régalée aussi. Là, c'était une émission qui me plaisait beaucoup. Et je m'en De souviens belles très bien ouais, découvertes. de ces descentes en rappel. Là. Moi, je connais Maintenant que tu le pas. Ah dis, bah oui. je vois bien Oui, l'image. parce que je lui dis, mais je ne suis pas James Bond, je ne peux pas descendre. Il me dit, si, si, allez-y, il faut y aller, allez, hop, hop, hop. Des trucs de malade. Voilà. Donc, c'est rigolo parce que finalement, la télé m'a appelée parce que j'avais des qualités, des aptitudes physiques que n'avaient pas les autres animatrices ou journalistes. Et aujourd'hui encore, je suis restée probablement encore, oui, peut-être, l'animatrice la plus sportive ou la sportive la plus je sais pas, La plus l'animatrice la plus animatrice. sportive, ouais. Je sais pas. Mais oui, voilà. Donc après, je pense que l'émission la plus marquante pour ma carrière, c'est Interville. Ça, c'est voilà. En plus, ça a duré très longtemps parce que je suis passée de TF1 à France 2, à France 3, un peu comme dans un déménagement. Tu sais, tu n'arrives pas à te débarrasser de cette vieille commode qui te vient de ta grand-mère et tu te dis, on va la changer. Ah, non, elle est bien quand même, elle fait le job, allez, on va la garder. Et voilà. Donc, ça a duré 10 ans. C'était formidable. J'ai vraiment de très bons souvenirs avec chacun des animateurs principaux qu'il y avait, puisque moi, je n'étais pas animatrice principale. Hein. Mais, euh, mais du coup, comme je suis restée longtemps, je suis associée à cette émission. Voilà. J'ai même vu quelque part que tu avais été actrice dans une série. Tu avais fait des apparitions à l'écran, Ah bon? il me semble. Oui, bon, je te retrouverai le nom de. Oui, oui. Alors, on a fait Mère et Fille avec ma fille, Ah, Nina. c'est Ah, bien je réussi. Ouais. connais. Oui, c'est une de mes copines productrices qui un jour m'a dit, mais Nat, tu ne peux pas le faire avec Nina. Et je me suis dit que pour Nina, ce serait un super souvenir de le faire avec moi. D'autant que je l'ai toujours préservé. Nous, on habitait à Marseille. Quand Nina est née, on est revenu dans le sud et on a décidé avec Tanguy de ne pas élever notre fille à Paris et de la préserver de tout ça. Et quand on a tourné Mère et Fille, en fait, Nina, elle était jamais venue sur un tournage. Elle savait qui était Nathalie Simon, évidemment, mais pour elle, euh, les, les émissions, les médias, etc., c'était des gens qui lui prenaient sa maman. Donc, c'était pas forcément le truc qu'elle avait envie de faire ou de voir. Ah, Oui, elle était un peu jalouse de toute cette attention. Ça lui plaisait pas trop, en fait, que les gens m'interpellent, me demandent des autographes, me parlent pendant qu'elle était avec moi. ouais, Elle c'est sa maman, considérait, voilà, quoi. alors bien, elle est très possessive et elle considérait, mais elle avait certainement raison d'ailleurs, que je devais avoir cette espèce de... Ces moments entre nous, c'était des moments qu'à nous. Et Ouais. elle ne Exclusif, supportait ouais. pas que je puisse les partager avec d'autres. Voilà. Ouais, c'est sympa comme anecdote, effectivement. Ouais, c'est Ouais, mignon. c'est mignon, Du oui. coup, on a vu un peu le côté sport, un peu le côté télé. On a aussi vu, du coup, avec Nicolas, que tu as une agence de voyage tournée vers l'aventure, une agence de communication. D'où est venue cette envie d'entreprendre? Parce que, après toutes ces choses, Alors, en fait, pour rendre à César ce qui lui appartient, l'agence de voyage, que nous n'avons plus, hein, on l'a vendue, on l'a montée quand... c'était pas une agence de voyage au départ, c'était des clubs de planche. Parce que Tanguy, qui était donc chez Decathlon, euh, il avait quand même une vie extrêmement décalée par rapport à moi, qui partais 9 mois par an en Coupe du Monde. On s'est mariés juste avant que je fasse la Coupe du Monde, mais je partais quand même 8 mois, c'était énorme pour un jeune couple. Et lui était chez Decathlon avec, évidemment, on le sait, les, le taux horaire et d'engagement qu'il y a dans la grande distribution.
Et donc, on ne se voyait pas. Et deux, il était très décalé par rapport à ses collaborateurs. Et c'était compliqué. Il y a un moment où c'était presque schizophrène, quoi. Pour lui, c'était pas possible. Et en plus, lui, c'est un entrepreneur. Il avait envie d'entreprendre. Et on s'est dit, à l'époque, bah, comment font les gens pour aller faire de la planche à voile dans le monde? Soit ils partent avec leur matos, et c'était très compliqué parce que on se remet hein, dans les années 80, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les ordinateurs, on passait par des agences de voyage, forcément pour Ouais. Oui, voyager. bien sûr. Et donc, il y avait à l'époque, les seuls clubs qui existaient, c'était les clubs Mistral, qui étaient germanophones. Et les Français, en vacances avec les Allemands, c'est pas exactement la même Pas tout à fait la même approche. philosophie, ouais. Non, non, c'est vrai. Moi, je suis très amie avec les Allemands et en Coupe du Monde, j'étais toujours avec eux. Mais le côté, d'abord, les Français, par exemple, ne suivent pas les cours, les cliniques, les cours théoriques, machin, ils n'en ont rien à faire. Les Allemands, ils sont devant, ils sont là, ouais, et ça les intéresse. Les Allemands vont réserver leurs serviettes à 6 heures du matin au meilleur endroit. Les Français, ils dorment et après, ils arrivent, ils arrachent la serviette qui est là, ils la mettent. Enfin, voilà, on est très différents. Et donc, on s'est dit, on va faire des clubs francophones. Et donc, on a décidé de créer les clubs Nathalie Simon. Pour l'anecdote, Tanguy m'a rejoint sur on avait un petit tour, un petit circuit qui s'appelait le Tour des Caraïbes et en Coupe du Monde. Et il m'a rejoint et il a fait. J'étais moi en République dominicaine et lui, il a pris les petits avions, il allait dans toutes les petites îles pour voir où on allait implanter le premier. Puis quand il est revenu, il m'a dit, bah, en fait, c'est là, c'est en République dominicaine. À l'époque, la République dominicaine, personne ne connaissait. Oui, Les oui, gens je connais. confondaient avec Saint-Domingue, l'île de Saint-Domingue. Et donc, on s'est installé en République dominicaine en 89. On a monté le premier centre et on a dû faire une énorme campagne juste de communication pour faire connaître cette île. Et ça a été le premier. Et ensuite, on s'est associé à un de nos concurrents qui faisait la même chose que nous pour créer un tour opérateur parce que vendre une prestation, c'est pas la même chose que vendre un voyage. Et puis voilà, on a fini par monter un groupe qui vendait du voyage d'aventure. Et on l'a D'accord. vendu en 2009. Ok. Mais, mais pour rendre à César ce qui lui appartient, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'étais d'abord en Coupe du Monde, puis dans la télé. Et donc, ceux qui faisaient tourner vraiment la boutique, c'était Tanguy et Xavier, notre associé. D'accord. Ok. Et toi, tu profitais. Non, alors moi, je Non, passais je toutes mes plaisante. vacances sur les clubs pour être avec les clients. Et évidemment, j'étais très impliquée, mais j'avais par ailleurs une activité qui me prenait beaucoup de temps. Et oui. Mais je faisais la communication. J'étais la community manager Bah, tu de vois, vous notre êtes bien trouvé. voilà. Sauf qu'il C'est n'y avait pas encore une vraiment tout belle ça. image de marque. Exactement. J'étais le porte-drapeau. J'étais voilà, c'était les clubs Nathalie Simon. Dans l'esprit des gens, c'était mon entreprise, mais j'avais mes deux boys qui bossaient, qui faisaient tout. Ok. Et un dernier côté un peu entrepreneurial qu'on n'a pas vu encore, c'est le textile. Parce que tu Ouais, as créé une ligne de vêtements, de maillots de bain, des vêtements pour le vélo, etc. ouais. Est-ce que c'est les marques qui t'ont contacté pour ces collaborations ou c'est une initiative de ta part? Et comment se passe un peu le processus de création d'une ligne de textile? Les maillots, c'était il y a super longtemps avec Banana Moon, Ouais. 94, je crois, même avant. Oui, c'était avant les années 2000, ça. Ouais, Ouais. 80, ouais. Et c'était eux qui étaient venus me voir et on avait développé une collection, c'était vraiment sympa. C'était la première. Et puis après, j'ai eu pas mal d'envie de le faire. J'avais même développé tout un dossier pour créer des vêtements parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de vêtements de sport de femmes qui soient techniques et féminins à la fois. Ouais. Et moi-même, j'arrivais même pas à me trouver des trucs qui me plaisaient, c'était l'enfer. Ou alors on te proposait tout avec une fleur, machin, voilà, c'est tout. Mais à l'époque, encore une fois, c'était pareil, les années 2000, je crois, 2005, 2000. Je me disais, enfin, c'était compliqué parce que aujourd'hui, les circuits de production sont devenus plus courts. Les micro-marques qui se font sur Internet, etc., n'ont pas besoin d'avoir du stock et fabriquent quand ils ont commandé. Donc, le besoin fond de roulement est beaucoup moins important. Mais à l'époque, quand j'avais commencé à lancer l'idée, c'était devenu le truc qui allait m'engager,
et me mettre en péril peut-être si ça marchait pas. Or, j'avais quand même, avec Tanguy, on avait quand même la société, on avait Sportaway, les clubs, le tour opérateur qui avait quand même besoin d'avoir des associés solides. C'est difficile pour moi de partir sur un autre, de m'éparpiller. Ça m'a fait un peu peur en fait. Ouais. Et voilà, donc du coup, je ne l'ai pas fait. Et là, quand Ecoy est venu me voir en me disant, voilà, on aimerait faire une collab avec toi, maintenant on appelle ça des collabs, pour faire une petite collection. Et je me suis dit, mais oui, génial, parce que là, j'ai la puissance de frappe d'Ecoy. Alors, c'est une petite collection, hein, c'est vraiment un haut, un jersey, un collant, mais il y en a une hiver, une été. Et c'est moi qui choisis avec Céline qui est en charge de la femme, qui choisit ce que je vais faire, les dessins, je décide de tout. Ok. Et je sais que École, c'était parce qu'ils voulaient se lancer dans la femme et qu'ils se sont dit, bah, avec Nathalie, on va pouvoir tout de suite communiquer. Et eux développent par ailleurs toute une collection femmes maintenant. Mais c'est bien, je trouve que c'est génial, ça donne une Ouais. impulsion. Et entre le moment où ils m'ont demandé de le faire et maintenant où on en est à notre troisième collection, il y a eu plein de marques qui se sont lancées dans la femme. Mais génial, c'est génial parce que enfin les femmes ont le choix. Il y a beaucoup de créativité, effectivement, et beaucoup de choses qui sont en train de sortir, et effectivement, avec Ouais, beaucoup moins de nécessité de moyens que ce qu'on pouvait le faire il y a 15-20 ans maintenant. exactement, Ouais, exactement. tout C'était à fait. compliqué quand même hein, de monter une entreprise dans le textile il y a 15 ans, 20 ans, si on n'était pas adossé peut-être à un gros groupe. Et moi, je voulais vraiment faire quelque chose qui me plaisait. Aujourd'hui, avec ces systèmes de collab, on peut faire dans plusieurs domaines des trucs très sympas, un peu pointus, des petites niches, sans prendre un risque énorme et en restant fidèle aux valeurs qu'on a envie d'associer à cette marque. Ce qui m'amène je ne vais pas résumer, mais à dire que je disais touche à tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, tu fais des choses dans tous les sens, tu as des projets, toujours des projets sur le feu. Et la Oui, mais je sacro-sainteté. mets ça a toujours du sens. Hein. Ah ouais, mais j'en Je veux doute dire, pas. Il y a un fil non, mais rouge. ce que je veux dire, Il y c'est a un que fil voilà, rouge. le fil rouge, c'est quand même, quand j'étais plus jeune, je disais, je suis droit dans mes bottes. Bon, c'est un petit peu rigoureux, un peu militaire, mais euh, j'ai euh, j'ai toujours dans ma vie voulu garder ce qu'on pourrait appeler un équilibre, une balance entre travail et vie personnelle, sport. Et alors aujourd'hui, c'est très à la mode, très tendance. Tous les jeunes, n'est-ce pas, Carla, ne pensent qu'à ça, donner du sens à leur vie. Et ben moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Les jeunes Alors, et les moins jeunes, hein, Nathalie, je te rassure, moi oui, aussi, les moins pas de souci jeunes, à continuer à donner du sens à ma vie. mais nous, quand on était jeunes, nos parents nous disaient, il faut que tu aies un CDD, il faut que tu Ouais. aies un machin, tu seras médecin, tout ça. Et moi, en fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne m'ont jamais interdit quoi que ce soit, qui ne m'ont jamais dit, tu es une fille, donc tu ne pourras pas le faire, ou comme tu es une femme, fais attention à ci, fais attention à ça. Les parents, j'arrête les études, je pars en Coupe du Monde, pas de problème, ma chérie. Ils m'ont fait confiance. Et je crois qu'en fait, tout part de là aussi. C'est que ils m'ont fait confiance, ils m'ont permis de me réaliser, m'ont dit, OK, bah, va rejoindre ton guide. Bien sûr, si ça va pas, bah, tu reviendras, la maison est là. Oui, les J'avais erreurs, 18 c'était ans. pour avancer, hein, de toute façon. En fait, c'est ça, c'est l'expérience, elle se vit, elle se transmet pas. Et ces valeurs que j'ai, cette envie d'équilibre, etc., je pense que j'ai réussi à l'avoir parce qu'on m'a laissé la liberté de le tenter. Ben, c'est parfait, c'était la question que j'allais te poser. L'histoire de l'équilibre vie pro, vie perso. Donc c'est parfait, c'est répondu, je coche. Non, Euh, mais je dis toujours à mes partenaires ou quand on me demande d'aller vers une nouvelle aventure dans les médias, c'est souvent très chronophage. Je leur dis attention, ma part non négociable, c'est Tanguy. Donc, j'habite dans le sud et je ne vais pas aller travailler 8 jours ou 7 jours par semaine à Paris. Je vais pas, voilà, je vais toujours avoir un moment où je reviens. Donc, on va s'organiser. Je serai très investie. Bon, maintenant, avec le télétravail, on peut faire plein de choses. On peut préparer, en tout cas, sans faire de la réunionnite aiguë qui ne sert pas toujours. Enfin, en tout cas, elle peut se faire à distance. Et, euh, et voilà. Donc, je me dis que
finalement, cette rigidité que j'ai eue hein, dans la souplesse m'a permis d'avancer dans ma vie toujours en restant moi-même. C'est peut-être pour ça que je suis cette fille abordable que tu t'étonnais d'avoir Nicolas au téléphone. C'est qu'en fait, je suis restée Nathalie comme Oui, avant. Je suis la même. reste toi en fait. Et c'est un vrai Ouais, bonheur, je te le garantis. merci. C'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter comme ça de manière très simple, comme si on s'était toujours côtoyés en fait. C'est un petit peu ça. Bon, c'est vrai qu'après, effectivement, les réseaux sociaux font que l'image de gens connus et reconnus dans la société, on a une proximité naturelle qui se crée. Mais je t'assure Oui, que tout le monde ne réagit pas comme ça en face. Et si je te le dis, c'est avec sincérité, ça fait vraiment plaisir. merci. Donc, c'est une belle chose. On a abordé beaucoup de sujets, pas mal de thèmes de ce que tu as fait, divers et variés. Dans un dernier package, je voudrais mettre ce que tu fais aujourd'hui, les émissions que tu fais. Alors, Hmm. on ne sait pas, je ne sais pas, avec Carla, on ne sait pas, on se pose la question, comment ça se passe, qui produit, quelle part de décision tu as là-dedans, Ah, comment est-ce que vous fonctionnez un petit peu pour donner un peu de visibilité sur le côté un peu businesswoman, j'allais dire. Les backstage. Voilà, et un peu le backstage de tout ça, quoi. alors, sur les émissions, sur ce que je faisais avant, les chroniques méditerranéennes et notamment les natures et sur Waouh. Et alors là, sur Waouh, c'est encore, je suis très, très, très impliquée. C'est moi qui choisis les sportifs, c'est moi qui sais, en fait. Je les connais, je sais ce qu'ils vont me dire, je sais ce qu'on va pouvoir imaginer. Donc, je les ai au téléphone. Là, tu vois, juste avant qu'on se voit, c'est pour ça que j'avais un peu raté le timing horaire. Je suis encore désolée. C'est que j'étais en train de visionner tout un tas de trucs sur une skieuse de l'extrême qu'on va tourner bientôt. Et je voulais tout connaître de son univers, qui était passionnant. Et, et voilà, donc là, c'est moi qui vraiment défriche tout. Ensuite, je parle longuement avec Nicolas Mastras, qui est le réalisateur de l'émission. C'est toujours lui, c'est toujours la même équipe. J'aime bien travailler avec des gens avec qui je noue vraiment un fil et une histoire et une amitié. Je ne supporte pas cette idée des médias où en fait tu peux travailler ensemble et puis après tu te vois plus, tu t'oublies et c'est terminé. Moi, les gens avec qui je travaille, c'est pas juste des collaborateurs ou des intermittents que je vais plus jamais revoir. Je veux vraiment tisser quelque chose et avec Nicolas, c'est le cas. Et il travaille bien, vite. Et moi, j'aime pas perdre de temps. Donc, ça tombe bien. On n'a pas de temps à perdre dans la vie. C'est plutôt Et bien tant mieux, ouais. voilà. Et donc, ensuite, on échange. Et ensuite, on reparle, on retéléphone ensemble à la personne, à l'athlète ou à l'invité. Et ensuite, avec Nicolas, on imagine des séquences. En fait, c'est un travail extrêmement collaboratif. Et la production, c'est une production exécutive. C'est France 3 qui est le diffuseur, France 3 Provençal de Côte d'Azur, qui est le diffuseur. Et cette année, parce que ça change parfois, hein, mais là, cette année, la production, c'est une production exécutive. C'est Amda Production, une société qui est basée à Avignon et qui nous laisse vraiment faire. En vrai, elle nous laisse faire. C'est comme si on faisait notre émission. C'est génial. Et de temps en temps, il y a des points, voilà, on discute avec Vincent qui est le directeur de collection et qui nous amène parfois, c'est bien hein, d'avoir un peu un autre regard, une autre idée d'un journaliste. Il est plutôt journaliste, lui, de documentaire, donc c'est intéressant. Et ensuite, Nicolas part en repérage avec un régisseur et pour voir où ils vont pouvoir tourner les séquences. Parce que voilà, on ne fait pas de la radio, on ne fait pas du podcast, on fait de l'image. Et ensuite eh ben, on écrit, Nicolas écrit un conducteur en fonction de ce qu'on s'est dit, il m'envoie le conducteur, j'y ajoute toutes les questions que j'avais envie de poser en plus. Voilà, on affine les choses. Et ensuite, on part, on est une petite équipe de 6, on tourne sur 3 jours. Et ensuite, Nicolas, au retour, fait le montage avec un monteur. Et voilà. Donc, en fait, c'est quand même, bon, 6 personnes, c'est beaucoup, mais c'est une petite équipe quand même, et c'est toujours la même. C'est bien, c'est bien. Puis on sent qu'il y a un vrai gros travail de préparation avant, quoi. Enfin, on n'imagine pas, Ah bah oui. on voit toujours le résultat, nous, on voit le bon moment.
On voit la Bah, chronique, voilà, la il diffusion. il est pas possible de faire une bonne émission si elle n'est pas bien préparée. Et Parce que surtout, la fluidité, c'est ça. Il faut que ça se passe bien, il faut que ce soit fluide, il faut que l'invité se sente en confiance. Donc, à partir du moment où on tourne, les choses doivent Il faut se que ça roule. dérouler tout à fait naturellement. Ouais. et j'imagine que vu que bah, vous travaillez tout le temps ensemble, bah, c'est plus simple que de devoir un peu réexpliquer sa manière de Ah, bah, fonctionner avec carrément. une nouvelle Ah, équipe, tout mais ça. bien sûr, bien sûr. Quand tu tournes avec même un cadreur que tu connais pas, euh, bah, lui, c'est normal, il faut qu'il se fasse à ce que tu veux, il faut qu'il ait regardé l'émission, ce qui n'est pas forcément le cas, pour savoir, etc. Donc moi, je me dis qu'on peut perdre un temps infini et on n'a pas beaucoup de temps, hein. 3 jours, c'est court pour tourner une émission. C'est sûr. Et étant donné que tu t'y connais bien en entrepreneuriat, est-ce que tu aurais des conseils ou une vision que tu aimerais partager avec nos entrepreneurs? Ouais, je pense que il faut se lancer dans quelque chose qu'on connaît et dont on maîtrise l'écosystème, l'environnement. On s'improvise pas, je sais pas moi, patron de boulangerie si on n'a jamais été apprenti boulanger, si on connaît pas les ressorts, les codes, parce que chaque milieu a ses codes, a sa sémantique, etc. Et je pense que, alors peut-être à part sur Internet, parce que c'est encore un autre truc sur les petites boîtes qui se montent, mais franchement, pour réussir une entreprise, pour entreprendre, d'abord, il faut avoir un peu d'audace Il en faut parce beaucoup, je pense. que, Faut oser. parce que voilà, c'est pour ça souvent on peut monter des boîtes jeunes plus facilement parce que on a cette petite dose d'audace en plus, peut-être d'inconscience. On fait fi des problèmes, on se dit qu'on va les résoudre. Quand on est plus vieux, on voit d'abord les problèmes avant de voir le potentiel. On se dit, voilà, c'est L'innocence comme de la jeunesse. ouais, c'est comme quand tu es vieux, si tu fais du trail, quand tu descends, tu penses que tu vas te blesser, donc tu descends moins vite. Quand tu es jeune, tu dévales, tu penses même pas que tu vas te blesser. Et ça c'est précieux, finalement, l'audace. Be bold, soyez audacieux. Ça s'entretient aussi. Il faut pas avoir peur, si on se ramasse, de recommencer. Oui. Oui, c'est comme ça qu'on Et apprend, hein. c'est donc de la résilience. Après, quand on est entrepreneur, si on se ramasse et qu'on y laisse toutes ses économies, c'est très difficile parce qu'on a une vie, etc. C'est pour ça que quand on est jeune, qu'on n'a pas encore de famille, qu'on n'est pas encore charge d'âme, entre guillemets, c'est plus simple aussi. Oui. C'est certain, Voilà. c'est certain. Ouais. On va continuer sur un peu ces sujets un peu plus larges. On va prendre un peu de hauteur. Une question plus sociétale. Euh, Quel est ton rapport Attends, je voulais rajouter quelque chose. Oui, vas-y, je t'en prie. Il faut savoir bien s'entourer. Ah, là, voilà, oui, Ah ça, ouais. c'est un. Et il ne faut pas avoir peur de choisir des collaborateurs meilleurs que soi dans certains domaines. De Euh, déléguer aussi, je pense. l'entrepreneur, c'est lui qui a l'idée, c'est lui qui insuffle, c'est lui qui prend de la hauteur. Mais il n'est pas le nez dans le guidon et il doit faire confiance aux autres. Des fois, les choses ne sont pas faites comme on voudrait, elles ne sont pas faites comme on les ferait soi-même. Il faut accepter que les autres le fassent différemment. Et c'est la diversité dans une entreprise qui va faire la réussite. Si on est tous pareils, c'est, ça ne marchera pas. On ne peut pas être plusieurs collaborateurs avec la même façon de penser. Voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter. Mais c'est super important. Je pense que je vais garder ça comme pastille vidéo que je rediffuserai ou pastille audio. Parce Merci. qu'il y a beaucoup de clients, dirigeants à qui j'aimerais bien Ouais. transmettre ce message pour qu'ils comprennent qu'effectivement, un des secrets de la réussite, c'est d'être capable de faire Ouais. confiance à meilleur que soi. Même si ce n'est pas toujours évident. Je disais, question plus sociétale, quelque chose qui, je suis sûr, va te parler. Quel est ton rapport aujourd'hui à tous les enjeux de RSE, de durabilité, de Ah, préservation de biodiversité? Comment est-ce que tu vois, alors, ta vision à toi, mais comment est-ce que tu vois du côté professionnel ton rôle ou l'impact d'une entreprise aujourd'hui et puis demain matin dans notre société par rapport à ces enjeux un peu particuliers? Alors, RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Donc, on ouais, est ouais, dans le ouais. milieu de l'entreprise. Donc, il y a certes, je pense on a tous bien compris, on commence tous à avoir compris que la préservation de notre planète, c'est l'affaire de tous. Mais sur un plan plus professionnel, qu'est-ce qui te parle aujourd'hui? Comment est-ce que tu vis ça au quotidien? Comment est-ce que tu impactes de ton côté? Bah, c'est marrant parce que j'ai une fille qui maintenant a 24 ans et qui travaille et qui est justement déléguée, je crois, dans le comité d'entreprise RSE. Et elle est dans l'événementiel, donc c'est une-
un domaine extrêmement polluant, puisque c'est que de l'éphémère. Et elle est très, très, très concernée par ça. Donc, on en parle beaucoup sur tous ces sujets. Et là où elle a raison, c'est qu'en fait, il faut vraiment penser les choses en amont. C'est pas en faisant 3 bouteilles et 3 gourdes pour une équipe qu'on est RSE. Puisque les gourdes, il faut les fabriquer en Chine. Après, il faut mettre une fontaine pour qu'ils mettent de l'eau. Enfin, bon, tout est compliqué. Donc, il y a plein de choses comme ça qui, euh, qui doivent être repensées. Mais en revanche, ce que je n'aime pas, c'est être donneur de leçons parce que on n'est pas parfait. Je ne l'ai pas été du tout puisque j'ai beaucoup Personne voyagé, l'est. j'ai beaucoup pris l'avion et voilà. Et les sports que je pratique sont des sports avec aussi beaucoup de matos qui est polluant, provient des hydrocarbures. Enfin voilà, les voiles de planche, les voiles de kite et tout ça, voilà, c'est c'est pas bien. Mais en revanche, personnellement, j'essaye de faire beaucoup d'efforts, d'être le plus vertueuse possible. Je réfléchis beaucoup maintenant à mes moyens de déplacement, même si je continue à prendre l'avion quand je dois aller. Là, je vais partir aux Canaries, je ne vais pas y aller à la nage, mais je réfléchis beaucoup à tout ça quand même. Euh, et je me dis que déjà, y réfléchir, c'est un premier pas. Et, euh, et en réalité, au-delà de notre action au quotidien, c'est aussi notre mode de consommation et de production qu'on va devoir repenser. Et là, est-ce que c'est vraiment nous, les citoyens, qui tout seuls pouvons le faire? Je pense que c'est des volontés politiques qui vont être très compliquées à prendre parce que les gens ne seront pas du tout prêts à faire ça, à changer leur façon de vivre, à consommer moins, à être plus proche de la nature, parce que sinon la nature, eh ben, il n'y en aura plus. Donc c'est compliqué. Moi, j'ai choisi de vivre presque à la campagne pour être proche de la nature. Et maintenant que je vis loin de la ville parfois m'effraie par cette espèce de frénésie, oui, la frénésie de consommation, la frénésie de tout. Et je me dis que c'est pas simple, que j'aimerais pas être ceux qui décident d'ailleurs, mais que c'est pas simple et je me demande comment on va faire. Franchement, je me demande comment on va faire. Oui, il n'y a pas de Mais je me solution dis, miracle, hein. Il y a des non, solutions, mais... mais je me dis que la nature est très résiliente et que le monde continuera de tourner, mais est-ce qu'on sera avec le monde, nous? Je ne sais pas. Mm. Est-ce que nous, on en fera partie? C'est à une échelle très loin, hein, mais Ouais. voilà, quand on s'est arrêté avec le Covid et qu'on a passé 2 mois, c'est 2 mois qu'on a passé, ouais. Ouais. La première fois, oui, oui, c'est direct. On sortait plus du tout. On a vu l'émergence de plein de choses, Il y d'animaux avait qui des baleines revenaient, dans la mer des Méditerranée. baleines, des loups qui descendaient, des fleurs qui ressortaient, d'espèces qui étaient en voie de disparition qui revenaient. Et c'est court de mois. Donc, qu'est-ce qu'on doit changer? Et nous, Européens, on est déjà très conscients de ça. Mais là, j'ai été aux États-Unis il n'y a pas très longtemps pour un championnat du monde de triathlon. Et j'étais effarée. Parce qu'en fait, les Américains, ils en ont rien à foutre. Euh, non, mais vraiment, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont tous des bagnoles plus grosses les unes que les autres. Ils prennent la voiture tout le temps parce qu'évidemment, tout est grand, tout est loin. Ils mangent, comme dirait Jean-Pierre Coff, de la merde. Ils consomment comme des fous. Et je me dis, bah, alors nous, on nous dit qu'il faut faire attention. On nous dit, attention, chauffage à 17. Et d'ailleurs, regardez, moi, je suis avec un plaid. Hein, je suis vraiment à 17. Euh, et eux, c'est le clim dans tous les sens. J'étais à Las Vegas. Las Vegas. Tu vas à Las Vegas, tu te dis, mais au secours. C'est aux antipodes de ce que nous, on essaye de changer, en fait. Ouais, et puis on est que 60 millions. Enfin, j'allais dire, au regard du monde, c'est bon, Ouais. c'est bien que chacun fasse un effort, mais effectivement, nous tout seuls, on n'y arrivera pas. S'il n'y a pas une prise Voilà, de conscience donc je généralisée. sais pas. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un moment un mur et puis qu'après le mur, ça ressorte ou pas? Voilà. Perso, je fais attention. Je ne veux pas donner de leçons, donc voilà. Et j'essaye sur mes émissions d'aller vers
des athlètes, des personnalités qui ont une sensibilité là-dessus, parce que je me dis qu'en fait, ce sont des gens qui ont un pouvoir voilà, une parole qui a un écho très fort, et que donc j'essaye de privilégier les rencontres avec des gens comme ça, qui vont, m'apporter des choses, m'apprendre des choses, et qui vont permettre aux gens qui nous regardent de à chaque fois se dire, ah, c'est pas con ça, etc. Mais je crois plus quand même à l'éducation des jeunes, des jeunes enfants qui vont éduquer leurs parents, ou enfin, en tout cas, qui eux feront pas euh, les erreurs, mais que nous, on a fait sans le savoir. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, quand on fait les erreurs, on sait qu'on les fait. Ouais, C'est ouais, ça le ouais, truc. effectivement, Mais il faut du temps, il y a une inertie. C'est comme un bateau, quand tu l'arrêtes, et ben, il avance, on dit en voile, il avance, il continue d'avancer sur son air. Mais il faut du temps, sinon il ne s'arrête pas. Tu vois? Ben, nous, c'est un peu pareil. bah bien, écoute, je pense que c'est parfaitement clair sur le sujet. Alors, on arrive bientôt au bout de cet entretien et on va essayer de faire un lien un petit peu avec notre activité chez Adinvest. Alors, bon, notre boulot, c'est d'aider, d'accompagner les dirigeants dans leur développement, les dirigeants de PME, Ouais. de manière très large. Et on s'appuie chez Adinvest sur une approche qui est particulière, qui est le mentorat. Donc, on n'est pas dans le coaching, on n'est pas dans le conseil classique, etc. Et sur ce sujet, Carla, qui du coup a découvert à partir de septembre cette nouvelle activité, a une question pour toi sur ce sujet. Ben, Salut du coup, Carla. j'aimerais savoir, est-ce que tu as déjà eu des mentors, que ce soit dans le sport ou à la télévision, ou même dans ta vie de chef, enfin, dans ta vie professionnelle, pardon, ou est-ce que tu as déjà eu l'occasion de mentorer quelqu'un? Alors, quand vous parlez de mentor, c'est un peu du tutorat, c'est un peu la même chose. Oui, le principe du mentor, c'est Ouais, le mentor dans le sens ouais. Ulysse du truc, D'accord. c'est-à-dire Alors, j'en ai quelqu'un jamais eu, moi, non, d'expérimenté qui vient partager, ouais. accompagner, partager et guider. Comme dans les écoles, les grandes écoles, où il y a toujours un ancien qui vient, ou un chef d'entreprise qui a fait l'école, qui vient aider. Je vois. J'ai jamais eu ça, moi. Je me suis un peu fait forceps toute seule. En revanche, avant de parler du mentorat, j'aimerais quand même parler d'un truc essentiel pour moi, c'est le sport, parce que c'est ce qui a guidé ma vie. Je vous ai dit en début d'entretien que ça avait changé ma personnalité, et je pense que le sport peut aider les salariés, les collaborateurs d'une entreprise, et notamment les femmes, à avoir une meilleure estime d'eux, à se sentir beaucoup plus à l'aise, à être plus en forme, en meilleure santé, et au final à être plus performant sans y laisser des plumes. Et cette pratique du sport, peut-être même ensemble, c'est-à-dire créer des clubs de running, aller ensemble, se challenger sur un 5 ou un 10 km, par exemple, la parisienne, aller s'entraîner ensemble, etc. Ça va créer un effet de cohésion qui va être extrêmement bénéfique, et qui va générer un bien-être au travail qu'on perd beaucoup en ce moment. Les gens sont très stressés. On a de moins en moins de collaborateurs parce que c'est cher, et que voilà, donc on réduit le nombre de personnes, et elles ont une charge de travail pour toi. En général, une personne fait le boulot de trois personnes, et la charge mentale est énorme. Et je le vois, moi, hein, dans les séjours que je fais chez moi, que j'ai appelé des séjours vitalité. J'ai énormément de femmes qui viennent et qui me disent on n'en peut plus, quoi. On est jusque là. Et pourtant, c'est des femmes qui ont des boulots intéressants, qui sont chefs d'entreprise, cadres supérieurs, etc. Elles font pas un boulot qui est juste pas intéressant, non, mais elles sont épuisées. Et je pense qu'elles viennent ici comprendre comment on peut être multitâche sans y laisser sa santé. Et ça, c'est le rôle d'un chef d'entreprise aussi, à mon sens, d'un dirigeant, c'est d'essayer d'accorder à ses collaborateurs, à ses salariés, ce temps qui va leur permettre d'être mieux dans leur basket, et donc mieux dans leur travail. Ça peut passer par aussi une salle de sport, ou une mise à disposition d'une douche pour qu'ils puissent aller courir et se doucher et être efficaces. Même une pièce pour méditer ou faire des micro-siestes. Tout ça, c'est, ça commence à émerger dans certaines boîtes, mais hein, Carla, ça te parle. Moi, j'adore Mais la sieste. non, mais la sieste, si c'est la 20 nap minutes, time hein, ça suffit. voilà, qui dure 20 minutes, elle est régénérante. Nous, on a un cerveau qui a des capacités énormes, mais si tu le mets en surchauffe, tu sais, c'est l'hyperthermie, elle met du temps après à s'arrêter. Et il y a tellement de burn-out en ce moment que je pense qu'il faut qu'on s'attaque à ce sujet qui est un vrai problème de santé mentale. Et c'est juste de la charge mentale
qu'on a. Et nous, les femmes, c'est encore pire. Donc voilà. Euh, pour moi, ma façon à moi de mentorer, parce que c'est ce que je fais quand j'ai des séjours vitalité et que j'ai 6 personnes qui viennent et qui en fait arrivent avec leur bagage et à travers les activités physiques et sportives que je leur fais faire, en fait, on parle énormément. Je pense que ce coaching-là, entre guillemets, il est vital. Après, moi, j'ai jamais eu de mentor, euh, mais je pense pas en avoir eu besoin. Bah, Voilà. écoute, il n'y Je a pas me suis. d'obligation, hein. Non, 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 mais je me sens suffisamment forte. Et puis, j'ai la chance avec Tanguy d'être avec un binôme très fort, un vrai partenaire avec lequel je discute et avec lequel, quand ça va pas, bah, je dis ce qui va pas et on en parle. Et un mentor, il est là aussi pour te guider dans ta façon de travailler, dans ta priorisation, parce que les gens, on a tendance maintenant avec les mails, avec les WhatsApp, les groupes WhatsApp, mais qui a inventé les groupes WhatsApp? C'est Ah, un, c'est une un horreur, c'est une cauchemar. horreur. Cauchemar. Tu rates un truc et tu as tout raté. Donc, en fait, tu te lèves la nuit pour regarder les groupes Ah WhatsApp. non, non, ça par contre, Faudrait- c'est une hygiène de vie numérique, c'est important ça. Oui, mais quand tu as une hygiène de vie numérique, ok, mais si tu as des boss qui t'envoient des messages Ouais. en pleine nuit parce que eux ils sont hyperactifs et qu'ils dorment pas, c'est pas possible. Donc, C'est pas arrêtez les très groupes RSE WhatsApp. ça. Ah non, mais les groupes WhatsApp, arrêtez, c'est pas possible. C'est désabonnez-vous de WhatsApp. WhatsApp dit que vous n'avez pas. Non, franchement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on a tendance à tout mettre au même niveau. Or, il faut prioriser les choses. C'est comme le chef d'entreprise qui veut déléguer, qui doit déléguer. Et ben, le collaborateur, il doit prioriser et se dire, OK, ça, je ne le fais pas aujourd'hui. Mais franchement, si je le fais pour demain, est-ce que le monde va s'arrêter de tourner? Non. Bon, bah, donc, je vais faire pour aujourd'hui le truc hyper important et demain, je ferai ça. Parce que sinon, il veut tout faire, et ben, il peut pas. Il Ouais, ne puis peut on fait pas. tout mal au final, où effectivement on est en surcharge et on finit par péter les Ben, plombs. on explose. Ouais, c'est Ouais. ça. Il y en a hein, du burn-out, il n'y a que ça en ce Ouf, moment. Ah ouais, autour de nous, enfin moi j'en connais beaucoup, hein, moi aussi. des amis que j'accompagne en plus, et je peux te dire que c'est tendu, Ben quoi. oui, mais même les jeunes, ils commencent leur vie professionnelle et au bout de 2 ans, ils sont en burn-out, mais ça ne va pas. On a un petit problème. C'est pas normal, Ouais, non? c'est vrai. C'est pas normal, Voilà. effectivement. Donc, le sport peut t'aider à tout ça parce que tu décharges, C'est vrai. tu sécrètes des endorphines, la sérotonine, de la dopamine, tout ce qui fait que tu as envie, que tu as du plaisir, que tu es boosté, et c'est naturel, c'est toi qui te le produis. Voilà, Ouais, Le sport, c'est la vie. c'est vrai. c'est ça. Alors, une dernière question, un peu en guise de résumé. Si tu avais une philosophie de vie à nous partager, comment tu pourrais résumer ça sous une petite phrase, si tant est que ce soit résumable, bien entendu. Ah oui, bah, j'en ai plusieurs, mais Ou tu as une euh, maxime ou un truc qui te guide en permanence, que tu as dans la tête, tu vois, j'ai longtemps eu cette maxime qui est j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, c'est Voltaire qui l'a dit. Euh, mais en fait, être heureux, c'est quoi, quoi? Est-ce que c'est le but ultime, être heureux, ou plutôt être bien? Parce que bon, on n'est pas heureux tout le temps. La vie n'est pas juste ah, c'est génial. Euh, et à la limite, un peu, le malheur fait partie de la vie aussi, la tristesse fait partie de la vie, la mélancolie, l'ennui, etc. Donc, maintenant, je changerais plutôt. Voilà. J'avais une phrase qui me plaisait beaucoup, qui est de Paulo Coelho, qui disait, si tu penses que l'aventure est dangereuse, essaie la routine, elle est mortelle. Oui, j'aime bien aussi. Ah ouais, Pour moi, elle va. En revanche, il y a plein de gens qui s'épanouissent et qui se cadrent dans la routine. Donc, je pense qu'il ne peut pas y avoir une philosophie qui aille à tout le monde. Elle doit être adaptée à ton tempérament, à ton caractère. Moi, j'aime pas la routine, euh, donc je préfère voilà l'aventure, quelle qu'elle soit. Donc l'audace. Et c'est une magnifique ouais. conclusion. Très, très, très sympa. Merci. Enfin, ben, je pense, parce que je pense que le plaisir est partagé avec Nicolas. On te dit un grand merci pour cet échange qui était très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Mon Instagram, Natim officiel, sur LinkedIn, Nathalie Simon, sur Facebook, Natim officiel, Nathalie Simon. Nathalie est partout. Euh,
Voilà, bah, je vais pas faire un site avec Le un dimanche Juliette sur France Brosseau. 3. Voilà, le dimanche, à partir du 19 février, c'est le lancement de ma nouvelle émission à 12h55 sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et j'ai plein d'autres petits projets en cours dont je ne peux parler. On a hâte de les Mais découvrir. voilà, oui. J'ai toujours plein de projets. De toute façon, il faut avoir plein d'idées pour qu'une ou deux aboutissent. C'est vrai. Nous, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn sous le nom d'Adinvest International et sur notre chaîne YouTube où sera disponible ce podcast. On vous souhaite une très bonne journée, soirée, ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker ce podcast et à bientôt. Au revoir.